Bonjour à tous. On va essayer de mettre le micro là où il faut. Donc c'est une communication à deux voix qu'on vous présente aujourd'hui afin de vous proposer une vision des deux volets que nous avons, deux volets de travail que nous avons réalisés donc, dans le cadre de ce programme de l'École des Chartes sur la pédagogie de la création artistique. J'ai déjà moi-même eu l'occasion de présenter assez en détail mon travail, donc je ferai une brève intervention afin de permettre à Louis Paris de présenter plus en détail ce qu'il y a de nouveau dans ce programme. Alors, ce programme de recherche, donc, on l'a rappelé, a été lancé à l'origine par Jean-Michel Legnaud, qui l'a imaginé autour d'une question centrale. Comment devient-on créateur artistique? Et partant aussi d'un constat, on identifie très bien les sources pour le 19e siècle, mais la question est beaucoup plus floue concernant les sources sur le 20e siècle, ce qu'on conserve de ce qui s'est passé dans ces établissements tout le courant du XXe siècle, alors que, rappelons-le, c'est un siècle qui est achevé. Donc la question était tout de même importante. Et la question, donc, corollaire à comment devient-on créateur, était que s'est-il passé dans ces écoles supérieures d'art durant cette période? Alors le corpus qui a été délimité pour répondre à cette très très vaste question était assez ambitieux parce que les 5 écoles d'art qui sont rassemblées à PSL couvrent en fait tous les champs de la création quasiment, mis à part peut-être l'architecture qui fait l'objet d'un autre programme, mais qu'on a volontairement laissé de côté parce qu'il était déjà en main. Mais la question était très très large et en fait poser une question transversale sur autant de domaines différents était aussi une manière d'identifier ce qu'est la création artistique, on l'a évoqué ce matin en introduction, et de savoir en fait à partir de quel moment on arrive à un dépassement des savoirs et des savoir-faire pour proposer quelque chose de nouveau, pour s'approprier un enseignement et donc devenir un créateur. Et en cela, cette question se rapproche de celle de la créativité dans la haute recherche, donc question centrale qui peut préoccuper un PSL ou de manière générale l'enseignement supérieur. Alors, il a été décidé de mener à bien un chantier pour permettre d'élaborer un guide rassemblant des sources, donc un guide pour les chercheurs, mais aussi pour les établissements qui pouvaient mieux ainsi identifier les collections qui les concernaient, qui concernaient leur histoire. Donc, trois points essentiels pour composer ce guide. Une exploration dans les archives nationales, donc des codes d'archives déjà versés et déjà traités par les services des archives. Identifier ce qui concerne plus précisément cette question de la création artistique, parce qu'on pourrait dire que toute archive émanant d'une école d'art est, d'une certaine manière, archive de la pédagogie de la création. Mais voilà, il était question de faire un certain choix pour faciliter et orienter les chercheurs. Ensuite, un autre chantier, un chantier directement, et je reviendrai un peu plus dessus, dans les écoles, savoir ce qui n'a pas encore été versé, ce qui n'avait pas été identifié et ce qui pourrait être encore mieux valorisé après donc ce premier travail d'identification. Et il est apparu aussi important d'ouvrir vers d'autres pistes et trouver des fonds d'archives dans les bibliothèques, les musées ou les instituts de conservation d'audiovisuel, éventuellement des archives privées ou des travaux de chercheurs. Alors dans les écoles, il a été question donc d'aller dans chacun des services qui potentiellement pouvaient conserver des archives non versées. Dans certains établissements, il existe un service des archives. Là, je vous présente tout de suite notre manière de présenter les slides. Donc à chaque fois, la petite vignette colorée concerne l'établissement en question. Ça évite de répéter les noms des écoles en permanence, même si là, il s'agit du Conservatoire de musique et de danse, donc qui est un des établissements qui possède son service d'archives avec des documents qui ne sont pas voués à partir, mais qui sont vraiment des outils de travail pour les équipes et qui peuvent aussi tout à fait intéresser les chercheurs. D'autres organes ici
à l'école des arts décoratifs une bibliothèque bien fournie avec des cotes qui sont directement liées aux fonds concernant l'école, avec non pas seulement des ouvrages, mais vraiment des petites publications qui sont plus de l'ordre de l'archive, parce qu'on ne peut pas les trouver facilement, et avec un gros travail qui a été fait donc sur ces collections. Et on voit là les boîtes d'archives qui concernent des travaux d'élèves, et ça c'est aussi une des questions centrales, parce que cette création, on veut savoir ce qui a été créé par les élèves, et c'est ça l'essence même de ce qu'on voudrait pointer et étudier. Parce qu'il n'est pas tout de regarder les techniques mises en place par les enseignants, mais de regarder le fruit de ce que cet enseignement a pu permettre. Très souvent, donc là, une autre forme de travaux d'élèves consignés à l'école des arts décoratifs, les mémoires d'élèves, mais ça fait partie des documents consignés et qui mériteraient d'être valorisés. Les travaux d'élèves toujours, avec parfois certains travaux qui sont conservés, certains dessins, mais c'est très rare. Alors qu'au XIXe siècle, prenons pour exemple l'école des beaux-arts, il était même statutaire pour les élèves, lorsqu'ils avaient des prix, de devoir déposer leurs travaux. Et ce qui pouvait être contraignant, vu comme contraignant peut-être à l'époque, est une manne fantastique pour travailler sur le XIXe siècle. Et on n'a malheureusement pas l'équivalent pour le XXe siècle. Donc quelques travaux, et le reflet aussi de certains travaux par des captations, soit filmiques, soit par des photographies ou là des diapositives. Donc de grosses collections de diapositives qui ont été identifiées à l'école des beaux-arts et à l'école des arts décoratifs. Donc parmi les endroits où on pouvait trouver des trésors d'archives, là, des dépôts d'archives à l'école des beaux-arts, plutôt bien organisés, mais il y avait aussi des endroits où ça l'était moins. Et il a fallu identifier ces documents et essayer d'y voir un peu plus clair dans un premier travail. Donc, on a parlé de défricher. Ben voilà, il était question de défricher pour voir ce qui pouvait être retenu pour cet outil, donc sur la création artistique. Dernier type de source, source vidéo, donc captation ici avec l'évocation d'un fonds très important de captation de spectacles, mais aussi d'enseignement. Donc il y a des cours aussi qui ont été, c'est une part moins importante du fonds, mais qui ont été captés au Conservatoire d'art dramatique. Le résultat de tout ça, donc dans un premier temps, des fiches de récollement, et ensuite des fiches d'identification des fonds, donc pour ce fameux guide, voilà, qui était un travail assez brut, qui ensuite a été repris et complété par Louis Paris, à qui je laisse la parole. Oui, alors bonjour, tout d'abord. Donc c'est là justement que ma mission a commencé. Donc, à partir de ces inventaires établis par Isabelle Comte, je les ai transformés en fait à partir du format tableur vers un format traitement de texte pour les rendre plus accessibles. Donc comme vous en doutez, ce fut un travail assez long et le résultat physique, le voici. Donc je brandis un peu ce livre comme un nouveau Jean-Pierre Léaud. Le sujet l'impose un peu, mais donc voilà. Donc ils seront disponibles pour, euh, pour alimenter en fait cette recherche sur l'histoire de la pédagogie de la création artistique. Donc seconde phase de ma mission, cette fois-ci une exploration dans les archives. À partir des inventaires d'Isabelle Comte, j'ai repéré tout un ensemble d'archives qui concernent ce que j'appelle la période des années 68. Donc à la fois des années qui commencent vers les années 60 jusqu'à 1975. Je me suis limité à peu près une dizaine d'années. J'ai eu le temps de regarder 26 cotes et ce qui a donné à peu près 2000 clichés. Donc, comme vous en doutez, je ne vais pas pouvoir vous en montrer beaucoup, seulement une part infime. Donc les choix ont été difficiles et j'espère qu'ils seront représentatifs de ce que je vais essayer de vous dire. Donc ces archives consultées, les archives viennent des archives nationales, donc c'est essentiellement les archives des écoles, de direction des écoles, et de l'administration centrale, donc des notes de service, des rapports, et ainsi de suite. Donc par rapport à la création artistique, que des choses qui sont en marge, en fait, qui sont des témoignages des conditions pragmatiques, matérielles, de certaines considérations théoriques, mais
du moins de ce que j'ai vu, nulle trace d'œuvre ou de mémoire ou de choses comme ça du travail de ces étudiants. Alors, pour organiser, faire une forme de typologie des documents que j'ai pu consulter, j'ai voulu reprendre comment dire, une temporalité qui est celle de l'élève, de l'étudiant candidat à une école et ensuite élève qui rentre dans cette école. Autrement dit, la première question, comment est-ce qu'il rentre dans cette école, donc par les concours, etc. Quelle est sa scolarité, quelles sont les conditions donc, pragmatiques de sa scolarité, et enfin sa sortie, par un concours de sortie, des prix, un diplôme. Et avec toute cette chronologie, de façon un peu plus transversale, je vais vous présenter à la fin des documents qui ont trait à des réformes, des projets de réforme, donc dans ces années 68, qui sont, comme vous en doutez, assez foisonnantes par rapport à ces projets. Alors, comment choisit-on les futurs créateurs ? Donc, dans les archives, le premier document, de façon assez évidente qu'on retrouve, il s'agit des dossiers d'inscription. De façon très intéressante, pour le Conservatoire d'art dramatique, il y a toute une série très riche sur de nombreuses années de dossiers d'inscription d'élèves. D'après ce que j'ai vu, elle a été conservée en intégralité. Donc vous voyez ici, j'ai pris deux exemples, le dossier d'inscription de Catherine Murillo et le dossier d'inscription de Gérard Depardieu pour le concours d'octobre 1968. Vous pouvez voir d'ailleurs en passant que Gérard Depardieu a tenté de s'anoblir dans son dossier d'inscription. Et par rapport à l'intérêt de ces dossiers d'inscription qui, de prime abord, nous paraissent assez triviaux, c'est qu'on voit que les élèves indiquent les pièces qu'ils souhaitent jouer à l'oral du concours. Donc on peut faire une étude sérielle, par exemple, sur le répertoire, les évolutions du répertoire. Et après, il y a bien sûr dans ce dossier d'autres informations comme la scolarité, la condition socio-économique des parents, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, une fois qu'on s'est inscrit, il faut bien passer ce concours. Et on retrouve dans les archives des écrits de concours, des sujets de concours. Donc là, par exemple, j'ai trouvé le sujet de concours d'esthétique pour le Conservatoire de musique, avec, je mis en agrandi un sujet d'une certaine difficulté sur l'expérience grégorienne. Je vous laisse lire. Oui, c'est illisible, d'accord. Alors, le sujet, enfin l'un des sujets, il y en a trois au choix, dans quel cadre de nécessité, soit propre à l'organisation du culte, soit propre aux options individuelles, soit dicté par l'essence même du verbal et du musical, s'est déroulée l'expérience grégorienne. Donc voilà, le genre de sujet en 1965 pour le CNSM. Un autre exemple de sujet de concours, donc les sujets de concours, on les retrouve de façon assez hasardeuse dans les dossiers, mais néanmoins ils sont quand même assez présents. Donc là ici pour un sujet de concours pour l'IDEC en 1962. Donc ce sujet de concours, c'est une analyse de film sur un film qui s'appelle Rendez-vous de minuit de Roger Linhart, qui d'ailleurs une analyse de film. Attendez, je vais lire. On a dit que le film est la dialectique du réel et de l'irréel, et ensuite projection du film et commenter cette affirmation. Donc voilà. En passant d'ailleurs, je note que la plupart du temps, les films qui sont proposés à l'analyse à l'IDEC sont souvent des films qui sont sortis au mois de mai, le concours de l'IDEC ayant lieu en juin, pour éviter que les candidats s'y préparent trop souvent. Donc souvent des films qui sont au Festival de Cannes. Voilà, juste en passant, en fait, par rapport au concours de l'IDEC, on peut avoir un bel exemple d'un documentaire de Claire Simon sur le concours, un film très récent. C'est un témoignage rare, en fait, de cette procédure de sélection. Donc, comment choisit-on les futurs créateurs ? Bon, qui les choisit ? La composition du jury. C'est des documents qu'on retrouve de façon très régulière dans les archives, tout simplement parce que la plupart du temps, ces jurys doivent être validés par le ministère. Donc on a toute une procédure de validation et on sait chaque année quels sont les membres du jury.
Ici, je vous ai pris un exemple sur le concours du Conservatoire d'art dramatique et un exemple plus lié donc, aux années 68 sur la composition de ce jury. L'un des enjeux, en fait, est la trop grande représentation de la comédie française dans ces jurys. Et je vais vous lire, en fait, l'une des motivations. En effet, la vocation du Conservatoire national d'art dramatique ne doit pas avoir pour seul but de fournir des acteurs à la comédie française, mais de devenir également une source de recrutement pour les différents centres dramatiques et l'ensemble des activités théâtrales de notre pays. Pour ces raisons, il a été jugé nécessaire d'augmenter la proportion des personnalités extérieures à la comédie française dans le jury en modifiant sa composition. Donc là, c'est une motivation pour un projet de décret, je crois, en décembre 68. Ensuite, on trouve dans les dossiers des interrogations sur les modalités de sélection. Donc, comment on les choisit, ces élèves. Ici, je vous montre un document qui est l'avant-propos de Rémy Tessonneau. Rémy Tessonneau a été le directeur de l'IDEC pendant presque une vingtaine d'années, à partir des années 50 jusqu'en 1969. Il est parti après les événements de mai-juin 68. Et ici, dans cet avant-propos, donc on peut trouver dans une brochure qui présente l'IDEC, il justifie la prégnance de la culture générale et des savoirs entre guillemets académiques pour le concours de l'IDEC. Donc le concours de l'IDEC est vraiment à cette époque-là digne d'un concours de l'école normale supérieure. Donc je vous lis un court extrait. Une véritable école de cinéma et de télévision doit jouer un rôle plus fondamental et plus complet. Il lui fait déceler les aptitudes de chaque sujet au poste susceptible de lui convenir dans l'éventail des métiers du film, que ce poste soit de création, de coopération artistique, d'organisation ou de technique. Cela suppose chez l'aspirant en cinéma ou en télévision une certaine culture de base, une certaine forme d'esprit et de sensibilité, certaines qualités humaines et pratiques. Il faut d'abord sélectionner à un niveau élevé, puis instruire, exercer, finalement sanctionner la compétence et faciliter dans la mesure du possible l'accession professionnelle. Et un peu plus loin, il a cette phrase extrêmement claire. L'élève doit posséder, avant son admission, une solide culture générale. Donc ici, encore une fois, dans les modalités de sélection, c'est par rapport aux années 68, les interrogations sur la tenue ou non du concours. Ici, je vous présente deux documents, une lettre du directeur Pierre-Aimé Touchard, donc, du Conservatoire d'art dramatique, dans laquelle il s'interroge, donc en septembre 1968, il se demande si le concours va pouvoir être tenu. Tout simplement parce que il mentionne, et je ne vais pas le lire pour aller un peu plus vite, mais il mentionne que les élèves ont le projet, il le dit utopique, de supprimer le concours. Donc il se demande comment on va faire avec 500 candidats en supprimant le concours pour sélectionner les élèves. Dans le même ordre d'idées, là j'ai une note donc, de l'administration centrale, de la direction des arts et des lettres, après la visite du président-directeur Schlossberg. Donc ça c'est pour l'IDEC, c'est le remplaçant de Rémy Tessonneau. Il a changé de titre parce que les structures de l'IDEC ont changé un peu en 1968. Donc le président-directeur qui affirme le conseil pédagogique et le conseil d'administration seraient d'avis, ainsi que M. Schlossberg et M. Daquin, directeur des études, pour ne pas organiser de concours cette année. Donc un peu plus loin, les réformes accomplies et si possible dans de nouveaux locaux, l'IDEC repartirait sur de nouvelles bases, avec des élèves non contaminés par le mauvais esprit des promotions précédentes. Mauvais esprit qui tient aux séquelles de mai et aux états généraux du cinéma de cette époque, qui tient aussi aux conditions de travail rue des Vignes. Voilà. Donc on voit, et de fait, le concours n'a pas eu lieu à l'IDEC en 1970. Là, je vous donne un exemple de concours donc très particulier à l'IDEC. Le concours qui a eu lieu, donc ici l'exemple c'est 1969. La première mouture de ce concours a eu lieu en 1968. C'est un concours en fait qui est l'enfant des événements de mai 68. Donc il a été qualifié par un intervenant que nous avons invité au cours de l'année, Richard Coppens, de fête de la créativité.
Il s'agit d'un concours où la culture générale a disparu et où l'aspect davantage artistique, sensible, a été volontairement mis en avant. Donc je vous cite ici les motivations de ce concours. Donc c'est pour les étapes de présélection. Les épreuves ont pour but de dégager des personnalités sensibles à l'expression audiovisuelle sur toutes ses formes et se manifestent moins par des connaissances livresques et scolaires que par des réactions originales aux différents aspects des thèmes proposés à leur réflexion. Donc, première étape de présélection, ensuite étape de sélection. Et cette étape de sélection s'organise en fait par une série d'épreuves où l'élève doit monter des choses, par exemple avec des photographies qui lui sont proposées, il doit faire un montage photo, avec des sons qui lui sont proposés, il doit faire un montage de son de quelques minutes pour exprimer quelque chose. Et même chose, on lui confie par exemple un appareil photo, un Instamatic, et il doit, pendant une journée sur le boulevard Raspail, prendre des photos, faire un reportage, créer une œuvre. Donc toute une série d'épreuves, très manuelles, très plastiques et tout, donc très différentes de concours où on doit acquérir toute une série de connaissances. Enfin, il y a, par exemple, plus du tout les connaissances scientifiques qui avant étaient requises à l'IDEC, donc les connaissances en électricité, en angle, enfin, etc., en prise de vue. Par ailleurs, en fait, ce concours s'organise sous forme d'un séminaire. Qu'est-ce qu'ils entendent par ce mot-là? On le sait grâce à Research Coupons. Pendant une semaine, en fait, tous ces candidats présélectionnés vont vivre ensemble, partager les mêmes lieux et être évalués pour être choisis. Chose extrêmement intéressante que j'ai vue dans les archives, il y a des rapports, des comptes rendus sur ce concours pour le coup pour l'année 1968. D'ailleurs, compte rendu annoté par un fonctionnaire de l'administration centrale, je vous lirai son annotation ensuite qui est très intéressante. Donc, dans ce compte rendu, on peut lire, je vous dis juste pour vous montrer le style de ce compte rendu. Pour l'épreuve photo sur le boulevard Raspail, etc., les candidats, 2 points, beaucoup d'aveugles, de conformistes, d'insensibles. Donc voilà, jugement très lapidaire. Ensuite, on peut lire un peu plus loin dans le rapport, beaucoup de candidats sont atteints de cécité mentale. Il ne faut pas gâcher le potentiel matériel et financier de l'IDEC en le distribuant à des incapables, CF, les films de fin d'études de l'IDEC. Il faut que l'IDEC s'ouvre beaucoup plus aux artistes qu'aux intellectuels. Et là, la notation donc, en rouge sur le document de la notation de l'administration centrale, ce concours organisé par les études n'a recruté que des caractériels en grande partie, au moins refusant tout ce qui n'est pas autogestion étudiante. Donc voilà, c'est le charme des archives. Alors maintenant, passons, après cette étape de sélection, à comment s'organise la vie matérielle et pédagogique dans ces 5 écoles d'art. Donc tout d'abord, la liste des professeurs. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les archives, des listes de professeurs. Par exemple, pour l'année 1968, on a pour les 5 écoles de notre programme les listes. Donc, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est le processus de nomination de ces professeurs. Et l'un des grands changements de mai 68 a été l'institution des conseils pédagogiques dans toutes les écoles que nous avons pu voir. Autrement dit, que le choix, le processus de recrutement, il y a une présence à la fois des enseignants et des étudiants. Donc ici, je vous ai mis un exemple pour les Beaux-Arts de Paris d'un projet de décret pour instituer ce conseil pédagogique. Un exemple de procès verbal de conseil pédagogique, ici de 1970, et je vous dirai plus rapidement l'intérêt de ces procès-verbaux. Donc ici, c'est pour un remplacement d'un professeur qui part à la retraite, et il s'agit, et dans le jury, enfin dans les membres pardon, de ce conseil pédagogique, tout le monde y est favorable, il s'agit de recruter le sculpteur César. On peut lire par exemple, Monsieur Lassus est partisan d'un élargissement où non seulement toutes les tendances, mais toutes les formes d'expression artistique nouvelles seraient représentées. Il considère que le choix de César est un premier pas dans cette voie, mais qu'il est possible de faire davantage. Donc de façon plus large, en fait, les procès-verbaux des conseils pédagogiques, donc c'est valable pour les beaux-arts, mais c'est valable pour toutes les écoles,
Dans ce cas-là, dans ce que j'ai vu moi pour les beaux-arts, la masse des procès-verbaux est très importante et assez bien représentée. C'est que ce sont des documents qui sont riches, qui sont souvent longs d'une dizaine de pages, et où toutes les décisions sont motivées, et où les débats qu'il y a eu lieu entre les étudiants, les représentants des étudiants et les représentants des professeurs sont retranscrits. Donc on voit vraiment le climat, notamment après ces années 68, donc un climat, comme vous pouvez l'imaginer, entre des partenants de tradition et de modernité, qui s'opposent, et on voit en fait en filigrane vraiment le climat effervescent de cette époque. Donc vraiment, pour ceux que j'ai vus pendant au moins 5 à 8 ans, c'est vraiment des procès-verbaux longs et très très riches. Euh, Maintenant, passons à ce que un autre élément qu'on peut trouver dans les archives, de façon malheureusement par rapport à notre programme, des cours en fait, des sujets des plans de cours et des projets de cours. Donc c'est quelque chose d'assez rare, mais néanmoins il y en a quelques traces. C'est souvent des cours que je qualifierais de magistraux, ou en tout cas qui sont à côté par exemple de ce qui fait le cœur de la création artistique. Donc ici je vous donne un exemple, c'est un cours d'histoire de l'art et d'esthétique de Gaëtan Picon, donc pour les années 70-72, qui est long de plusieurs pages, alimenté par une bibliographie. On trouve aussi ça pour un cours d'histoire de la civilisation par Jean Bayou, encore aux Beaux-Arts. Enfin, ce sont des choses qu'on trouve comme ça, mais par exemple, je n'ai rien trouvé sur un cours d'histoire de la technique de la peinture, des techniques de peinture, des choses comme ça. Donc tout ce qui est, on va dire, plus plastique, il n'y a pas ou très très peu de traces, en tout cas sous cette forme-là, dans les archives. Par ailleurs, en fait, on trouve aussi des sources sur des plans de cours de droit. Alors eux, pour le coup, ils sont extrêmement précis. On sent que c'est un professeur de droit qui l'a fait. C'est long de plusieurs pages, c'est divisé en titres, chapitres et ainsi de suite, avec même en fait un plan pédagogique, l'organisation de débats, de contre-débats, de réquisitoires, etc. Donc ces cours de droit ont été introduits à l'origine au Conservatoire d'art dramatique dès les années 50, et la chaire a été tenue par Jean Mathyssen, qui a par ailleurs été responsable à la SACD, je crois. D'ailleurs, on voit dans les archives de façon assez intéressante que ce cours a été exporté sur le même modèle pour le Conservatoire de musique. On a aussi des plans de cours un peu moins spécifiques aux écoles, mais on les a parce que c'est des projets de cours qui ont véritablement lieu par la suite. Donc des projets de cours de télévision, par exemple, en lien avec l'ORTF. Par exemple, pour le CNSM, la motivation de ce cours de télévision était de former les chanteurs à être capables en fait d'être des acteurs filmés, pour pas qu'ils soient doublés dans des films ou dans des programmes télévisuels en fait. Donc leur apprendre à faire de la gestuelle, etc. On a aussi des cours de radio pour les mêmes raisons. Voilà. Donc ce genre de documents qu'on trouve, on va dire, au hasard des dossiers. Un témoignage que j'ai voulu vous mettre là vraiment de la pédagogie, de la vie pédagogique et de la vie de la création dans les écoles. Ici, c'est le Conservatoire d'art dramatique. C'est un projet de spectacle qui s'appelle Soirée poétique en mars 1970 par les élèves. C'est une des avancées, mais qui était déjà en germe avant mai 68. Les élèves avant mai 68 n'avaient pas de troupe. C'est-à-dire qu'ils ne montaient pas eux-mêmes de spectacle, en assurant la mise en scène et ainsi de suite, la régie, le décor. Mais à partir, grâce à l'action à la fois de mai 68 et surtout du directeur Pierre-Aimé Touchard, une troupe des élèves a été constituée, et à partir de la rentrée 68-69, et ça a mis quelques temps à être constitué, notamment d'un point de vue financier. Je ne montrerai pas de documents financiers, mais les documents financiers, encore une fois, en filigrane, par les demandes de subventions, on peut voir en fait les volontés pédagogiques des écoles. Bon, faut lire entre les lignes, mais c'est possible. Donc voilà, donc ici revenons à ce document qui est le spectacle d'élèves, et on peut voir
peut-être que le vent, entre guillemets, de mai 68 est passé par ici. Donc dans ce programme de soirée poétique est assez contrasté. D'un côté Sandra Ars et de l'autre Peggy. D'un côté, dans les choix musicaux, les Pink Floyd et de l'autre côté, de la musique classique. Très rapidement, on trouve dans les archives des manuels et des publications. Donc, c'est des brochures institutionnelles qui présentent l'école. Donc, ici, 2 exemples pour l'IDEC et pour les Beaux-Arts. Donc, c'est des brochures qui présentent le concours, la sélection, les programmes des cours, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est des choses que nous trouvons. Par ailleurs, en fait, les écoles publient elles-mêmes des manuels. Donc, là, moi, je n'avais pas d'exemple dans les archives, mais c'est par exemple le métier de script girl pour l'IDEC ou ce genre de choses. Dernier point rapide, la présence de l'audiovisuel. Donc on est en 1968, dans les années 70, et c'est là en fait où l'audiovisuel fait véritablement son entrée dans ces écoles-là. Donc je vous en ai pris qu'un seul exemple, il y en aurait d'autres nombreux et très intéressants, mais celui-ci répondra en plus à une table ronde qui aura lieu demain. Il s'agit pour les Beaux-Arts du centre de documentation. Le centre de documentation a été, et donc là c'est en procès-verbal d'un conseil pédagogique, et le centre de documentation, on voit donc dans ce procès-verbal, ces missions sont listées. Je vais vous en lire quelques-unes. La première, information des étudiants sur les mouvements artistiques de tous les temps en France et à l'étranger. Deuxièmement, constitution d'archives sur les activités de création des étudiants de l'école. Donc ça, pour notre sujet, c'est très intéressant. Et ça rejoint en fait une des diapositives d'Isabelle Comte. C'est, de fait, c'est encore une fois, c'est les diapositives en fait qui ont été prises des travaux d'élèves. Donc c'est une source inestimable. Et on voit en fait l'origine qui vient de ce centre de documentation. Troisième mission, avec l'accord des enseignants intéressés, répétition de certaines interventions pédagogiques sur les 2 écrans de télévision dont sera pourvu l'auditorium lorsqu'il sera en service. Donc on voit en fait que là, il y a un usage en fait audiovisuel euh, de cours en fait reprojetés, etc. Donc je ne sais pas s'il a des traces, je n'ai pas vu, mais en tout cas dans les archives. Mais bon, voilà, on a quelque chose de très intéressant qui se met en place. Par ailleurs, je le mentionne très rapidement, il y a eu aussi un atelier d'audiovisuel qui a été mis en place aux Beaux-Arts où les élèves ont monté des sortes de reportages audiovisuels. Je pense à l'aide de plans, de photographies, pour montrer à la fois la production des élèves et ce qui se passait à Paris à cette époque-là en termes d'exposition, de galeries d'art, etc. Alors, dernier temps, en fait, la sortie de l'école et comment on valide un cursus artistique. Comment est-ce qu'on dit qu'un élève est devenu potentiellement un créateur ou un élève artiste. Donc encore une fois, les compositions du jury pour à la fois soit les diplômes, soit les concours de sortie, soit les prix. Donc c'est encore une fois même chose pour les concours d'entrée, ce sont des documents qu'on retrouve assez aisément. Et plus important, validation du cursus sous toutes ses formes. Donc concours ou bien diplôme. Alors ici, je vous mets un exemple d'un document très important. En tout cas, pour mai 68, c'est l'abandon du prix de Rome. Donc je vous lis le document, la note du 20 juillet 1968. Donc c'est une note de l'administration centrale à l'intention de Pierre Moineau, qui était le directeur des arts et des lettres à l'époque. Donc je vous lis un extrait. Les événements de mai nous ont amenés à repenser profondément les enseignements artistiques et, dans cette perspective, le prix de Rome ne trouve plus ni sa place ni sa signification. Et dans une lettre au secrétaire perpétuel de l'Académie, donc l'Académie étant responsable du prix de Rome et de la Villa Médicis, là on a l'enjeu par rapport justement à la Villa Médicis. Enfin, je lis, enfin un important problème reste à régler, celui de l'avenir de la Villa Médicis. Il y a lieu à procéder à une étude qui devra définir de nouvelles activités, tenant compte des nécessités de notre époque et de l'adaptation d'un mode de vie demeuré relativement monacal à une ouverture sur le combat quotidien de l'activité créatrice. On peut voir aussi les années 68, c'est la volonté d'aligner le cursus de ces écoles sur l'université. Donc il y a
toute une série de créations et de remaniements des diplômes qui sanctionnent la, la fin des études. Donc là, ici, je vous mets l'exemple du diplôme d'études supérieures musicales qui a été créé par décret en 1973. Donc dans ce document ici, c'est les motivations pour ce décret. Donc je mentionne juste, pour obtenir ce diplôme, il suffit par exemple d'avoir le bac, le niveau du bac, et d'obtenir 3 prix du conservatoire, ou avoir un diplôme universitaire et 2 prix du conservatoire. Donc l'objectif est de sanctionner véritablement ces études, et aussi de permettre à l'avenir un recrutement plus aisé des futurs enseignants et des futurs professeurs des conservatoires et des conservatoires de région. Un exemple ici sur les ajustements, en fait, après toutes ces réformes liées à mai 68, là, un ajustement par rapport au diplôme supérieur des arts plastiques aux Beaux-Arts de Paris. Il s'agit d'une lettre de 2 professeurs, l'un de mosaïque, l'autre fresque, une lettre conjointe, où ils se plaignent que leurs disciplines, mosaïque et fresque, sont nécessaires pour l'obtention du diplôme, mais que ces cours ne sont pas imposés au cours de la scolarité. Ce qui amène en fait à ce que leurs ateliers soient envahis en fin d'année à la veille du diplôme par les élèves, qui fait une surcharge et qui, avec leurs mots très polissés, que ça donne du travail ni fait ni à faire. Donc il préconise en fait de rendre ces options facultatives pour permettre à ceux qui veulent véritablement faire de la mosaïque et de la fresque de suivre un véritable enseignement et de redonner en fait de la valeur à ces disciplines dans le diplôme. Donc voilà, donc là il parle en fait après une année riche d'enseignement et d'expérience par rapport à l'année 1969. Enfin, comment valide-t-on un cursus artistique? Nous avons toutes les traces des mémoires, projets, films de fin d'études, donc dans ces écoles d'art. Moi, dans les archives, je n'ai rien trouvé de tout cela, mais je mentionne ici, en passant, que grâce, aujourd'hui, on a des traces grâce au numérique et grâce à Internet, on peut, de façon beaucoup plus aisée, retrouver en fait tous ces travaux des élèves. Donc ici, un exemple pour la FEMIS, à la fois les mémoires, un projet de décoration, ou alors les films de fin d'études qui sont disponibles sur le site de la FEMIS. Même chose pour les arts décoratifs, qui met en avant les travaux de ses élèves sur sa page. Donc voilà, c'est une question à se poser. Moi, comme j'étais aux Archives nationales, je n'ai rien vu de tout cela. Enfin, dernière partie, le bouillonnement de réformes durant les années 68. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de rapports, d'exposés de professeurs, de notes de l'administration centrale qui témoignent dans les archives donc de ce bouillonnement réformateur, que ce bouillonnement soit théorique ou même pratique. Donc tous ces documents de son nature diverse, et ils se trouvent au hasard des dossiers, soit dans les procès-verbaux des conseils pédagogiques, dans les archives de la direction des écoles, ou dans les services administratifs, dans les services de la direction. Bon, voilà. Donc ce n'est pas des dossiers qui sont homogènes, mais qui se trouvent au hasard des consultations. Ce sont des documents extrêmement intéressants. Donc, du rapide panorama qui va suivre, nous verrons que les mois de mai-juin 68 ont davantage joué le rôle de catalyseur pour des réformes et des volontés de réforme qui remontaient bien souvent au début des années 60. Ça a été montré pour l'histoire de l'architecture que quasiment tout s'est joué en fait avant mai 68, et pour la plupart des écoles, ce désir de réforme est bien présent bien avant mai 68. D'où l'expression que j'utilise des années 68, qui commence bien avant et qui continue bien après pour certaines écoles. Alors ici, un document sur la présentation audiovisuelle des études de dessin, donc un document que je date de 1971-72 par le professeur Gilly, qui est un document, justement ce genre de document est très intéressant parce qu'on voit les motivations pédagogiques du professeur, comment il envisage sa discipline, souvent en introduction. Et ici on a un plan pédagogique pour former ses élèves au dessin, dans lequel en fait il organise 2 fois par an des projections de dessin de ses élèves en groupe, pour se confronter entre eux sous 2 modalités qu'il définit comme apprendre à voir et ensuite apprendre à inventer. Voilà.
Un autre document ici sur des réflexions intitulé Réflexions sur l'enseignement des arts plastiques par Albert Flocon, un document qui date d'avril 1968, qui est un document assez long, une dizaine de pages à peu près, où il expose ses vues sur comment l'enseignement des arts plastiques doit avoir lieu, comment il faut réformer les beaux-arts avec des jugements sur ce qui ne va pas, ce qui va, etc. Et là, par exemple, je vous ai mis un extrait sur la droite sur à quoi sert une école d'art, où il motive en fait l'intérêt d'une école d'art. Par exemple, une école d'art doit répondre aux besoins sociaux, qu'il faut démythifier la figure de l'artiste, et ainsi de suite. En passant, Albert Flocon, donc, qui est professeur aux Beaux-Arts à cette époque-là, a été l'un des membres de l'équipe pédagogique de l'Institut de l'Environnement, qui a été créé en 1969 jusqu'en 1971-72, une existence éphémère. Institut de l'Environnement, par ailleurs, qui est une émanation comme l'Université de Vincennes, mais pour les arts plastiques, issue de mai 68. Un autre document, une lettre au sujet de la réforme de l'architecture. Alors, il y a énormément de documents sur la réforme de l'architecture, documents qui remontent bien souvent au début des années 60, années 65. Ici, d'un chargé de recherche, Jean-Pierre Martin, qui a été engagé en 1967 pendant un an pour réfléchir aux nouvelles structures de l'architecture, à la fois en termes d'enseignement, mais aussi en termes de profession, pour réformer l'ordre des architectes. Donc ici, dans cette série de documents, il y a une liste de 14 mesures. Donc ces mesures ont été soumises à l'administration centrale avant 68, en mars 1968. Et pour la plupart de ces mesures, en fait, elles vont être retrouvées dans les cahiers des revendications des étudiants des Beaux-Arts. Et elles sont quasiment similaires. Donc c'est très intéressant de voir ça. Là, nous avons une lettre au directeur, un témoignage en fait pour montrer que le ministère des Affaires culturelles avait conscience en fait de la nécessité de ces réformes. Donc je lis un court extrait. Donc cet extrait date du 18 juin 1968 pour les Beaux-Arts, alors que les Beaux-Arts sont encore occupés par la police à ce moment-là. Ce qu'il convient de souligner, à mon sens, c'est une prise de conscience des étudiants qui avaient longtemps subi la contrainte de structures d'enseignement inadaptées, et dont la réaction, pour désordonnée qu'elle ait été, peut constituer dans l'étude des réformes à entreprendre un élément positif. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous avions conscience de l'urgence et de l'étendue de ces réformes, et que nous sommes donc résolus à ouvrir sur ce problème un débat approfondi. Donc voilà, une certaine posture en fait du ministère des Affaires étrangères en fait qui est prêt, d'une certaine manière sur la même longueur d'heure par rapport aux nécessités de réforme. Sans doute pas pour toutes les réformes, mais pour une partie des réformes. Ici, un exemple très intéressant, c'est dans un dossier, j'ai trouvé toute une succession de projets de réforme de l'IDEC par Rémi Tessonneau, le premier datant de avril 1955, sans doute peu de temps après son entrée en fonction. Je ne vous montre pas toute la suite. Il y a une dizaine de projets de réforme de 55 à 67 et Rémi Tessonneau, de façon très méthodique, a fait une sorte d'inventaire calendrier long d'une dizaine de pages de tous les documents qu'il a envoyés au ministère des Affaires culturelles pour réformer l'IDEC à la fois dans sa pédagogie et dans sa structure. Et on voit dans les observations, la colonne de droite, que bien souvent la réponse est négative. Donc je pense qu'il y avait une certaine forme d'amertume de la part de Rémi Tessonneau. Ici, encore Rémi Tessonneau, qui parle, un rapport de Rémi Tessonneau à l'administration centrale et qui parle des évolutions de l'IDEC depuis 1968. L'IDEC, en fait, a mis en place un conseil pédagogique qui a le nom de Bureau provisoire des étudiants, donc celui qui est qualifié de tendance autogestionnaire précédemment. Et il a ces mots par rapport à ce bureau, donc je cite: « Au reste, le bureau des étudiants qui, dans ses prétentions d'autogestion, a tenu entre le 17 septembre 1968 et le 19 octobre 1969, c'est-à-dire pendant une durée de 13 mois, 94 séances d'un minimum de 3 heures chacune, lesquelles se sont traduites par 750 heures de travail de la part du directeur et de son adjointe, et par 325 pages de texte dactylographié. » Et il finit par dire que le montant de la facture est de 21 000 francs. Bon, voilà.
Même chose dans un autre rapport, en fait, il mentionne que le concours Fête de la créativité a coûté 10 fois plus cher que le concours habituel tenu. Enfin bon, voilà, c'est l'aspect un peu financier de Rémi Tessonneau. Mais c'est très intéressant de voir ces rapports. Donc là encore un autre exemple, de rapport sur les volontés de réforme de l'enseignement de l'art dramatique, un rapport qui date de 1966, donc dans lequel toute une série de problèmes du conservatoire sont listés. Ici, je n'en retiendrai qu'un seul, c'est dans le jury du concours, où il a ces mots, ces deux préconisations. 3. Se souvenir que 1968, année de la retraite de Roger Ferdinand, qui est le directeur du conservatoire, sera une année charnière. Y penser maintenant. Je trouve ça assez amusant, ce côté prémonitoire, sans vouloir l'être. Et 4e, pour juin 1967, éviter de nommer à nouveau au jury de sortie ceux que j'appellerai les gérontes. Abel Gans, pourquoi pas René Clair. Donc voilà, donc Abel Gans, en passant à cette époque à 80 ans à peu près, et vient du cinéma muet. D'ailleurs, j'ai vu dans un autre document que dans la composition du jury, dès 69, on trouve par exemple François Truffaut, Alain Resnais, et ainsi de suite. Donc, changement radical des perspectives. Donc voilà, là je vous montre un rapport du directeur Pierre-Aimé Touchard qui montre en fait l'évolution du Conservatoire d'art dramatique. Ce type de rapports sont extrêmement intéressants à lire pour voir tous les bouleversements qu'ont amené 1968 et les volontés de réforme pédagogique des directeurs respectifs. Donc ici par exemple, il mentionne sa volonté et son désir de créer la troupe des élèves, dont on a vu un exemple auparavant avec le spectacle Sandra Arpeggi. Et un autre exemple de rapport récapitulatif, ici, qui date de 64-75, sur le conservatoire de musique, rapport à la fois sur les structures, les statuts, les modalités, etc. Et aussi, là, dans le troisième rapport sur la droite, sur les évolutions sur 10 ans, de 65 à 75, du conservatoire de musique. Donc vraiment, c'est long, ça fait une quinzaine de pages, mais tout est extrêmement clair, et on peut voir en fait de suivre le fil des évolutions. Par exemple, l'ouverture de nouvelles classes, l'instauration du cycle de perfectionnement. Dans les nouvelles classes, on peut mentionner par exemple l'arrivée de l'électro-acoustique avec le GRM de Pierre Schaeffer. Donc voilà, voici le court panorama de ce qu'on peut trouver aux archives nationales. Maintenant, nous allons conjointement avec Isabelle, on va vous présenter en fait ce qu'on peut juger comme perspective à faire ou nos conclusions et les enjeux patrimoniaux. Donc, tout d'abord, je vais dire un mot en fait, et Christophe Gauthier l'a présenté tout à l'heure, dans le cadre de l'histoire de ce projet de recherche. Richard Coppens, qui a été un élève de l'IDEC en 68 et qui ensuite a été professeur là-bas à partir des années 70, a été invité pour parler de son expérience à la fois en tant qu'élève en 68 et aussi en tant que professeur. Donc ce genre d'initiative en fait permet d'interroger en quelque sorte les premiers concernés qui sont silencieux dans les archives nationales en tout cas, c'est-à-dire les enseignants ou les anciens élèves. Donc une partie de ma mission a été consacrée en fait à une transcription de cette intervention de Richard Coppens et par l'établissement d'une fiche chronothématique. Par ailleurs aussi, Jean Douché, le fameux pédagogue et le fameux animateur de Ciné-Club, a aussi été invité dans le cadre de ce projet de recherche. Donc voilà, et nous en aurons un exemple cet après-midi avec le projet Filmographie qui est d'interroger des anciens élèves de l'IDEC mené par la FEMIS aujourd'hui et la Cinémathèque française. Merci. Juste, oui, en fait, quelques mots pour compléter. Ça fonctionne? Non? Non. Non. Ah oui, parce que celui-là, c'est bon? Je ne pense pas, non. Quelques mots donc pour compléter ce qui a pu être présenté par Louis Paris et qui en fait est assez révélateur de tout ce qu'on peut trouver dans les archives administratives, donc qui sont vraiment un socle essentiel pour comprendre les enjeux de pédagogie, qui sont
de surcroît extrêmement riche pour la période de 68, voilà pourquoi elle a été choisie, parce que se rebellant contre un modèle, on le décrit et on en propose des alternatives. Donc c'est vraiment le moment catalyseur des questions sur les questions pédagogiques. Sinon, voilà, il y a une évolution qui était beaucoup plus lente et certainement beaucoup moins perceptible dans les archives. Donc travail dans les archives nécessaires, mais également la nécessité de compléter ce travail en cherchant d'autres sources. Parce qu'on l'a vu, on a beaucoup d'informations sur le cadre de cet enseignement, mais pas véritablement de possibilité de répondre à la question que se passe-t-il entre un enseignant et ses élèves. Et là, en fait, quid total, d'autant plus qu'on l'a vu, les fonds d'enseignants qui ont été conservés sont souvent les fonds d'enseignants qui ont travaillé le droit, l'histoire de l'art, donc des disciplines connexes qui viennent nourrir les créateurs, mais qui sont pas l'essentiel de ce qu'on va leur demander dans leur vie professionnelle et artistique. Donc partant de là, Louis citait par exemple la nomination d'un professeur d'art César, le grand sculpteur César. Lors de ma mission, j'ai contacté la famille de l'assistant de César, qui a lui aussi été enseignant jusque les années 2000 à l'école des Beaux-Arts, un véritable réceptacle de ce qu'on pouvait faire pendant une bonne partie du XXe siècle. Et en fait, chez lui, une énorme bibliothèque, un bric-à-brac d'objets de moulage, mais pas un papier sur ce qui se passait et sur ce qu'était le contenu de son enseignement. Malheureusement, cette personne est morte, mais il aurait fallu l'enregistrer et essayer de capter quels étaient pour lui les principes fondateurs et importants de son enseignement et de ce qu'il voulait transmettre, d'où l'intérêt de ces projets auprès des derniers acteurs, des témoins d'une époque pour écrire une histoire. Voilà pourquoi tout le programme de création de sources d'archives orales est incontournable pour éclaircir tout un pan de cette histoire, lorsque c'est possible, bien évidemment. Et pour le reste, traitement des collections qui sont encore dans les écoles, qui méritent un véritable travail archivistique, de tri, d'élimination, de versement et de mise en valeur, ainsi que pour les collections un peu plus compliquées d'archives audiovisuelles et d'iconothèques, un travail aussi spécifique donc de valorisation, de mise en ligne, d'indexation, afin que ça serve à l'écriture de l'histoire de ces établissements. Voilà. Donc là, il va y avoir une petite pause et ensuite, justement, on continuera sur la question des archives orales constituées sur la danse. Voilà. Alors, oui, ne partez peut-être pas, parce que en fait, je me disais que on a juste 10 minutes de retard. Donc, en fait, on peut prendre 5 minutes pour des questions, 5 grosses minutes de pause, et ensuite, en effet, de manière tout à fait pertinente, merci de l'avoir amené, Isabelle. Donc, on va justement avoir un exemple de collecte orale donc avec les archives de la danse. Voilà, c'était juste pour savoir si vous aviez des questions, des remarques, des demandes de compléments auprès de nos deux jeunes collègues ici présents. Et je passe le micro si besoin est. Oui, merci beaucoup. C'était extrêmement riche et intéressant. Je voulais savoir si vous avez pu croiser, donc si j'ai bien compris, vous avez travaillé essentiellement sur les archives nationales. Moi, de mon côté, vous, oui. Voilà. Et vous avez dit au début que vous avez aussi vu les archives école par école. Est-ce que vous avez pu faire des croisements des deux? En fait, oui, tout mon travail a été prolongé par Louis. En revanche, moi, je me suis contentée de créer le guide. Donc, je n'ai pas regardé en détail ce qui existait dans les documents, mais ça nécessitait de toute façon les regarder quand même un petit peu pour savoir si c'était à retenir ou pas dans l'outil. Mais pas d'études fines de ce qu'on pouvait trouver. Uniquement le souci de faire des descriptions qui soient utiles. En fait, voilà, il faut se référer aux outils, mais il y a des tas de choses qui peuvent être développées. Louis a évoqué l'Institut de l'environnement. Il y a un fonds d'archives audiovisuelles exceptionnel qui n'a pas été visionné parce qu'on n'a pas les machines pour les visionner, mais de captation et de films qui étaient projetés pendant les cours. Et ça, c'est en ce moment à la mission des archives du ministère, mission archives du ministère de la Culture.
Il y a des fonds voilà, qui attendent d'être valorisés et malheureusement, le travail dans les écoles a permis aussi de se rendre compte de la limite qu'on avait, parce que j'ai pu voir qu'il y avait des collections audiovisuelles, par exemple, sans qu'on ait les machines pour les visionner. Alors, je voulais juste signaler, mais sans doute vous le savez vous, mais comme parfois les choses sont enterrées, l'INHA a fait, en collaboration avec la BNF, vous connaissez, un descriptif, un répertoire en fait sur Agora d'un certain nombre de fonds de l'École nationale supérieure des beaux-arts des années 70, dans lequel donc ont été visionnés un certain nombre de films, et notamment des films qui documentent l'enseignement de certains ateliers de lithographie ou autres. Donc, juste un instant, ces images, on les a montrées et on a travaillé dessus à l'occasion de la journée d'études qu'on avait faite en mars sur justement la vidéo, puisqu'il se trouve que comme je suis un ancien du département de l'audiovisuel, je connaissais bien ce fonds et je me souvenais comment il était entré, etc. Et je savais que c'était un fonds justement accessible et visible malgré l'ancienneté de sa réalisation, puisqu'il avait fait l'objet d'une numérisation. Donc voilà, donc on avait... Voilà. vous avez un inventaire. Oui, oui, tout à fait. Bonjour, donc je suis Amel Nafti, je suis actuellement la directrice de l'école d'art et de design de Grenoble-Valence. Et j'avais une petite question qui concernait justement les archives audiovisuelles. Alors, en fait, de manière assez amusante, mon tout premier poste au ministère, c'était d'être responsable des archives du Conservatoire de musique et de danse de Paris. Mais je me demandais, parce que dans les différents établissements dans lesquels je suis passée, en particulier la Villa Arson, il y a effectivement des documents intéressants qui sont sur des cassettes Betamax qui sont très difficilement lisibles. Et je me disais qu'une des choses qui pourrait être intéressante à l'échelle nationale serait d'avoir une petite cellule spécialisée qui pourrait aller dans tous les établissements. Parce qu'on n'est pas, c'est des petits fonds, mais si on les additionne tous, ça peut faire des choses vraiment passionnantes. Et c'est vrai que la question que vous avez soulevée à la fin de l'immatérialité de la transmission, c'est vraiment déjà une question dans les établissements d'enseignement en général, puisque la limite entre ce qui relève de la conservation, de l'histoire par l'institution, et de ce qui relève des archives privées du professeur, c'est toujours quelque chose de compliqué. Mais en plus, dans les disciplines artistiques, il n'y a souvent pas de support écrit. Donc c'est vraiment des choses qui passent finalement aussi par une forme de réalité. Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous avez pu travailler justement avec les écoles en elles-mêmes ? C'est-à-dire, vous aviez des correspondants à l'intérieur qui vous aidaient à vous orienter dans les fonds d'archives ou pas ? Alors oui, heureusement, parce que sinon, en fait, je ne pouvais pas aller seule dans les écoles, me faire ouvrir des greniers et des entrepôts de collection. Et en fait, oui, il y avait des intermédiaires, mais qui, la plupart du temps, ont un autre rôle au sein de l'établissement et malheureusement ne pouvaient pas consacrer de temps à ce programme. Donc c'était assez compliqué. Certains établissements ont vraiment des organes pour les archives ou pour la bibliothèque, etc., qui permettaient d'avoir un interlocuteur direct, mais sinon ça allait être le régisseur des vidéos qui s'occupe des captations des spectacles, qui est en charge de ce fonds sans pouvoir vraiment savoir ce qu'il peut en faire et en ne pouvant pas matériellement en permettre ni l'accessibilité, ni l'indexation et encore moins la numérisation. Donc c'est assez compliqué et un projet de mise en valeur de ces fonds, oui, serait vraiment quelque chose de capital et en le faisant de façon scientifique et intelligible en fait d'entrée de jeu parce que numériser au kilomètre en disant ça y est c'est sauvegardé, ça ne permet pas de conserver les choses. Il faut une indexation fine, intelligente et bien conçue pour que ce soit utilisable déjà par les établissements qui souvent ont besoin pourraient utiliser ces documents pour leur propre communication, mais aussi pour les chercheurs et pourquoi pas pour les élèves, parce que ça deviendra une source au même titre qu'une bibliothèque et ça peut constituer un matériau aussi pour la recherche créative. Donc ça peut être un outil pédagogique à concevoir aussi comme ça. Donc en mesurant les différents enjeux, construire quelque chose d'intelligible pour les différentes destinations serait vraiment quelque chose de pertinent et une fois qu'il est constitué, s'il nécessite concertation et consensus, pourquoi pas en faire quelque chose de beaucoup plus général pour que l'ensemble des établissements puissent bénéficier d'un outil commun. Voilà.
Et j'ajouterais l'exemple choisi par Elitsa, donc tout à l'heure, c'était l'exemple du traitement conjoint d'un ensemble de vidéos déposées au département de l'audiovisuel de la BNF et traitées par un stagiaire dans l'outil de catalogage de l'INHA. C'est un exemple qui peut tout à fait en fait être modélisé ou repris pour ce type d'objet dont en effet l'inconvénient majeur est, je dirais, l'obsolescence des supports et donc nécessite par définition une numérisation pour y avoir à nouveau accès. Donc il y a à la fois la numérisation est indispensable pour pouvoir avoir accès au contenu, mais évidemment cette numérisation ne saurait être faite sans les métadonnées qui y sont attachées. Et donc en effet, il faut penser les deux conjointement. Et là, de ce point de vue-là, nous, à l'école des chartes, on a justement l'expertise pour ça, y compris en travaillant avec des institutions patrimoniales compétentes en la matière. Et donc je pense que voilà une des pistes qui pourrait être évoquée pour l'avenir. Peut-être une toute dernière question avant la pause. Et sinon, on fait la pause alors.